Good Evening Business, l'invité. 18h17 sur BFM Business, je vous disais, c'est donc le temps fort politique aujourd'hui, le projet de budget de la Sécu pour 2023 qui est débattu depuis cet après-midi à l'Assemblée. Ça risque de pas durer longtemps puisqu'il y a là aussi l'ombre du 49.3, mais quand même, on va parler des grands chiffres, des équilibres avec Frédéric Bizard qui est avec nous ce soir. Bonsoir Monsieur Bizard, économiste de la santé, professeur à l'ESCP, président de l'Institut de santé. Je sais, vous allez me dire, ce n'est pas qu'une question de chiffres, l'assurance, la sécurité sociale, mais je regarde les chiffres, déficit de quasiment 18 milliards d'euros cette année. Il devrait être réduit à 6,8% l'an prochain. Je trouve que le gouvernement s'en félicite un peu trop. Mais sauf que quand on regarde les projections pour les années qui suivent, on retombe encore plus largement dans le rouge. On est d'accord, Monsieur Bizard, fondamentalement. Oui, alors, oui, on retourne dans le rouge et il y a un semblant de retour à la normale qui est voulu par le gouvernement et très honnêtement, tous les gouvernements font ça. C'est-à-dire essayent un peu d'habiller les chiffres avec des prévisions les plus optimistes possibles. Oui. Là, on est dans des prévisions très optimistes sur les recettes puisqu'on part sur un point de croissance de PIB en 2023, là où le consensus est plutôt autour, au mieux, entre 0 et 0,5 avec un risque de récession qui est quasiment assuré en Allemagne et en France qui est quand même où on est au bord. Bon, donc on a une surestimation des recettes. Côté dépenses, si on regarde sur la santé principalement, parce qu'on a une estimation assez précise pour les retraites et pour les autres branches de la Sécu, la problématique elle est sur les retraites. On est extrêmement optimiste dans le sens où on est à 3,6%, là où on prévoit une inflation à 4,3 qui est probablement sous-estimée. Mais quand on regarde l'hôpital, 4,1, on est probablement 1 ou 2 points en deçà. En ville, on est à 2,9% de taux de croissance, de prévu. Là où on est très très en deçà, puisqu'on était avant le Covid hors inflation déjà autour de 2,5. Bref, on sous-estime les dépenses probablement de l'ordre de 10 à 15 milliards. Donc on voit bien que de façon assez objective, si les choses se passent conformément à ce qu'on peut s'en attendre, on est plutôt à un déficit de 15 à 20 milliards. Mais ça, c'est de la comptabilité. Or, on sait bien qu'on a un système de santé qui est quand même extrêmement fragilisé dans tous les secteurs. L'hôpital, la ville, l'industrie, la recherche. Si on regarde du côté des produits de santé, on voit qu'aujourd'hui, la NSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, a demandé de contingenter le Doliprane en France. Contingenter le Doliprane en France. Contingenter le Doliprane, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus avoir plus de 2 boîtes dans le Doliprane. Donc là, on voit bien que ça craque véritablement de partout. Mais quand vous dites ça craque, parce que je vous entends, mais en même temps, ça fait... Mais non, mais Frédéric Bizard, ça fait des années que ça tient, que l'assurance maladie fonctionne comme si de rien n'était, que la Sécu fonctionne comme si de rien n'était, qu'elle continue de l'emprunter d'argent tous les ans comme si de rien n'était. Donc, à partir de quel moment ça devient rédhibitoire tout ça, et que ça craque véritablement pour vous ? C'est d'abord le signe tangible que ça craque, c'est quoi déjà ? On voit la crise aux urgences, on voit les déserts médicaux, on voit les ruptures de stock dans les pharmacies. Ça, les Français commencent à le voir, si vous voulez, et commencent à s'en inquiéter très sérieusement. Donc après, il y a une question de prise de conscience collective qu'on ne peut plus. Cet outil du PLFSS est un outil qui est totalement inadapté à la situation. Mais ça, on le sait. Même avant, on le savait avant la crise. La santé nécessite une planification. Vous savez, on a mis des années pour comprendre ça dans l'écologie, dans l'environnement. On a enfin une planification qui a l'air d'être un gros mot. Ça fait très soviétique. Mais vous savez, je dis souvent aux libéraux, mais est-ce que vous connaissez une grande entreprise qui ne fait pas de planification ? Enfin, quand vous avez 240 milliards à gérer, 2 millions de personnel à gérer, une industrie extrêmement stratégique à gérer, une recherche extrêmement stratégique. Franchement, il faut planifier à plusieurs années. Donc, il faut une loi d'orientation et de programmation sanitaire, comme vous l'avez pour la défense. Donc là, quand vous voyez ce qui est prévu en termes d'économie, alors 1 milliard d'économies sur les remboursements des médicaments, 250 millions sur les labos pharmaceutiques, vous dites on est vraiment dans le bout de ficelle, là, finalement. Non, mais d'abord, on est dans... On est à côté du sujet, quoi. Et vous savez, ce sont vraiment les mauvaises économies. Si vous prenez les 800 millions sur les produits de santé, pour prendre un exemple, pour prendre un autre exemple, alors que vous avez une industrie qui, en fait, est devenue extrêmement inattractive pour les laboratoires étrangers. On est passé 5e mondial. Enfin, les labos le disent, mais je crois que c'est facile à comprendre puisqu'on le voit bien. Encore une fois, le Doliprane, on en est à le contingenter. Allons-y. Mais là, on va aggraver la perte d'attractivité
pour les industriels, pour qu'ils investissent, mais tout simplement pour qu'on puisse être livré en matière de médicaments, parce que nous allons passer après les autres pays. Ça veut dire qu'on va réduire les prix. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas rien à faire en matière de maîtrise des dépenses. Il y a énormément à faire, mais il faut le faire de façon à ce qu'on appelle l'efficience, c'est-à-dire que pour les labos, il faut développer davantage les génériques, par exemple. C'est pas en essayant de bloquer l'entrée sur le marché des nouvelles molécules qui est une bonne façon de le faire. Développons très largement les génériques. Nous sommes à 40% de génériques en France, contre 80% en Allemagne. Au-delà de ça, je pose la question qu'on pose, mais depuis la nuit des temps, est-ce qu'il faut un Big Bang, justement? Certains disent le grand soir, voilà. Non, il n'y a pas de grand soir. Ce qu'il faut, pour pérenniser durablement le système de la sécurité sociale en France. Moi, ça fait plusieurs années que je travaille sur la restructuration, la refondation des systèmes de santé. En fait, c'est une reconstruction du système de santé sur les fondations existantes. Il faut, par exemple, vous avez un service public hospitalier. Tout repose sur l'hôpital public en France. Non, c'est un service public territorial de santé. Il faut territorialiser la santé, mais aller jusqu'au bout. Si on peut appeler ça un Big Bang, c'est qu'en effet, il faut désectorialiser le système. Il faut arrêter de le segmenter. Vous avez la ville, l'hôpital, le médico-social. Tout le monde travaille dans son coin. Il faut partir du territoire et des besoins de santé. On le dit, mais allons-y, faisons-le. Vous voyez, il faut à peu près 450 territoires de 150 000 habitants. Bon, ensuite, il faut simplifier cette organisation qui est illisible pour les Français. C'est ennuyeux. On a commencé, on a eu la peau de la T2A qui a été pendant des années non, mais au-delà de ça, vous avez tout un tas d'organisations territoriales, mais qui ne sont pas faits pour les usagers, qui sont illisibles pour les usagers. Le système de financement, qui nous coûte à peu près 15 milliards d'euros, juste de coûts administratifs. Simplifions-le. Un seul financeur par prestation de santé. C'est la Sécu dans 80% des cas, c'est un peu les mutuelles, et puis c'est un peu les Français. Vous voyez, il faut que les Français puissent lire le système. La gouvernance, elle est illisible. On a cassé. L'État a repris tout le pouvoir. Ce qui pose un problème, c'est qu'on a démédicalisé. C'est-à-dire qu'on a enlevé le pouvoir à ceux qui savent, qui sont les professionnels de santé, qui se sentent inutiles dans le système. Remédicalisons cette gouvernance. Plaçons l'État comme stratège, comme visionnaire, comme effecteur de santé publique et déléguons aux acteurs. Donc vous nous dites pas ce soir l'avenir de la Sécu, si on veut pérenniser le système, c'est toujours moins de déremboursement, c'est une Sécu qui se concentrerait sur la prise en charge de ce qu'on appelle les ALD, les affections longue durée, c'est pas ça. Je dis pas ça. Non, je dis qu'il faut simplifier le système, c'est-à-dire qu'il faut un seul financeur. Vous savez, là où la Sécu est très minoritaire, les mutuelles peuvent prendre ces paniers de soins, une partie du dentaire, une partie de l'optique. Donc là, vous avez les mutuelles dans un système régulé. C'est pas un système que l'on dérégule comme ça, mais on peut le laisser aux financeurs privés sous forme plutôt mutualiste. Mais ça, on pourra en discuter. Mais ensuite, vous avez la Sécu. Mais il faut que la Sécu aussi, c'est pas simplement une assurance, la Sécu, c'est une institution démocratique dont il faut rebâtir la gouvernance. Vous voyez, donc il y a un petit peu de travail, mais l'essentiel n'est pas sur la dépense. L'essentiel est sur la simplification administrative qui va redonner de l'élan au système et aussi sur une organisation territoriale qui permettra des gains d'efficience majeurs en matière d'affections de longue durée. C'est 80% de la dépense, les affections de longue durée. Et puis là où il y a de l'investissement, c'est dans la prévention, dans le maintien en bonne santé. Vous trouvez qu'on met assez l'accent sur la prévention, effectivement? Là, vous savez, on est revenu, le PLFSS, il est typique, c'est que malheureusement, on se dit, il y aura plus de Covid, donc il y aura plus de hausse de dépenses de prévention. Puisqu'on prévoit les 11 milliards d'euros de dépenses Covid, qui sont des dépenses de prévention là. Voilà, on avait pris le pli un peu de la prévention pour certaines professions, sous forme de protection pour le Covid. Mais conservons cette dépense que l'on a fait pour le Covid, plus pour le Covid, mais pour tous les autres secteurs de la prévention où on l'avait. Parce que c'est un peu comme dans l'énergie. La meilleure économie, c'est la dépense que l'on ne fait pas dans le soin parce que les gens sont en bonne santé. Tout est là. Alors après, on vous dit, mais ça c'est du long terme. Mais justement, le long terme est beaucoup plus urgent que le court terme puisqu'il faut le démarrer maintenant. Donc il faut investir massivement, ce qu'on appelle de l'investissement social dans cette éducation sanitaire, la PMI, la santé. Et c'est pas que la Sécu, ça. Il y a de multiples financeurs, publics et privés pour ça. Donc, c'est pas le grand soir, c'est le changement dans la continuité, mais enfin, c'est du changement quand même relatif. C'est du travail de très longue haleine. Oui, mais il faut quelques mois.
Il faut sur une prise. Il faudrait quelques mois pour mener ce grand, j'appelle ça un grand bing bang malgré tout. Vous dites qu'il faut quelques mois. Non, quelques mois. Il y a des mesures comme la gouvernance et le système de financement. C'est quelques semaines. Après la territorialisation, tourner tous les acteurs vers les besoins de santé, vers une approche territoriale populationnelle. Ça, c'est une évolution de culture qui se fera sur plusieurs années. Mais c'est pour ça qu'il faut la démarrer urgemment. Travail de longue haleine malgré tout. Merci beaucoup Frédéric Bizard. Merci de passer nous voir, économiste de la santé, président de l'Institut de santé avec nous sur BFM Business.